Bien, écoutez, je me présente, donc je suis directeur de Rivarol, je m'appelle Jérôme Bourbon, j'occupe la fonction de directeur de Rivarol et de notre petit mensuel Écrit de Paris depuis 2010, et je collabore régulièrement depuis près de 20 ans maintenant, le temps passe vite, et nous organisons ces jours-ci, le samedi 9 avril, à midi, à Paris, un grand banquet de 550 couverts payants. Le CRIF, c'est 700 couverts à 900 euros. Là, c'est 550 couverts à 40 euros. Donc, pour les 65 ans de Rivarol et les 70 ans des Écrits de Paris. Et donc, nous avons réuni l'essentiel des composantes du mouvement national en France, avec bien sûr Jean-Marie Le Pen, qui est invité d'honneur et qui prendra la parole, Roger Olindre, Pierre Sidos, Henri de Lesquen, Yvan Benedetti, Thibaut de Chassé, Alain Escada, je ne les cite pas tous, mais il y a un grand nombre, une grande brochette de personnalités éminentes de la mouvance nationale qui seront présentes. Et par ailleurs, quasiment tous les collaborateurs, tous les rédacteurs de Rivarol et des Écrits de Paris, de sorte que je crois que ça risque d'être un grand moment d'amitié française, ce banquet. Il reste, à l'heure où je m'exprime, encore quelques places, vraiment très très peu, donc les gens se dépêchent par Paypal, maintenant c'est la seule solution qui reste, par courrier c'est trop tard, mais par Paypal encore, s'ils le souhaitent, pour s'inscrire à ce grand banquet d'amitié française. Alors, il me paraît important, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas Rivarol, d'en parler, de parler de son histoire, de sa genèse, de ses fondamentaux, comme on dit aujourd'hui. En quelque sorte, c'est une histoire déjà ancienne, puisque le premier numéro date du jeudi 18 janvier 1951, c'est-à-dire il y a un peu plus de 65 ans aujourd'hui, et on mesure en 65 ans à quel point le monde a changé quand on pense que en 1951, Pie XII régnait sur l'Église, le maréchal Pétain était encore vivant, il était à l'île-Dieu, emprisonné, les militaires portaient l'uniforme, les prêtres la soutane, la France jouissait encore d'un grand empire colonial, que sur les mapes-mondes de classe on représentait des taches roses, de sorte qu'on disait que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire français qui était présent sur les 5 continents, et il est autrefois, dans les années 50 encore, les femmes portaient des jupes ou des robes dans la rue, les hommes étaient en général en complet cravate lorsqu'ils étaient dans la rue. C'est pour ça d'ailleurs que Paris avait l'image d'être la ville la plus distinguée du monde, et on mesure sur tous ces plans la décadence, la décomposition, je dirais même la putréfaction dans laquelle nous sommes tombés en l'espace de quelques décennies. Alors, Rivarol, eh bien, c'est un journal qui a donc été fondé, je l'ai dit, début 1951, mais qui lui-même, en quelque sorte, a été précédé d'une revue qui s'appelait La Fronde, où intervenait notamment François Brignot, récemment décédé, qui est mort d'ailleurs le 9 avril 2012. C'est aussi un peu pour ça qu'on a fait cet anniversaire le 9 avril, parce que ce sera le 4e anniversaire de sa disparition, parce qu'il a été un des premiers rédacteurs de Rivarol et de La Fronde avant, et c'est quand même probablement le plus grand pamphlétaire de la deuxième moitié du XXe siècle en France, dans notre famille de pensée, et c'est la raison pour laquelle il nous paraissait important, quelque part, de se mettre un peu, si j'ose dire, sous son parrainage. Brignot, Antoine Blondin également, et avec une verve polémique, pamphlétaire tout à fait remarquable, qui d'ailleurs est une tradition tout à fait française qu'on a malheureusement perdue à cause des législations liberticides, à cause du fait qu'on ne peut plus s'exprimer librement sur un nombre grandissant de sujets, mais si on regarde de présent la presse d'avant-guerre, ou même à la rigueur de l'immédiate après-guerre, quelle qu'en soit d'ailleurs la sensibilité politique, comme on dit aujourd'hui, et il y avait quand même une bien plus grande liberté de parole, une grande liberté de l'esprit, beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Et beaucoup plus de talent d'ailleurs, il faut bien le dire. Et donc de ce point de vue-là, on essaye, bien modestement, d'être fidèle autant que les lois nous le permettent. Ça n'est pas toujours simple, et d'ailleurs on a un grand nombre de procès. D'ailleurs Rivarol détient le record de saisies, de procès et de condamnations depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus d'une soixantaine.
même, je crois, même on peut dire plus de 80 maintenant, en comptant les saisies et les procès. D'ailleurs, les saisies, c'était surtout sur De Gaulle, hein, on y reviendra tout à l'heure, sur De Gaulle, qui était très sensible. À chaque fois, il usait et abusait de l'offense au chef de l'État pour, en quelque sorte, interdire à ses adversaires politiques de s'exprimer. Surtout lorsqu'il disait des vérités, évidemment, qui lui déplaisaient. Et donc, Rivarol, eh bien, a traversé plusieurs républiques, la 4e, la 5e, a traversé la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, a traversé ce funeste concile ou conciliabule Vatican II et toute la révolution qui s'en est suivie, et a suivi aussi tous les présidents de la République sous la 5e, la fin de René Coty, De Gaulle, et puis donc jusqu'à François Hollande aujourd'hui, avec une opposition constante. C'est pourquoi d'ailleurs le sous-titre de Rivarol, c'est l'hebdomadaire de l'opposition nationale et européenne, a-t-on ajouté par la suite, pour montrer la volonté de défendre la civilisation européenne, ce qu'on appelle le vieux continent, en quelque sorte, qui est submergé, menacé de disparition, puisque les peuples d'Europe sont en voie d'être submergés et remplacés. Et donc, il y a eu vraiment une volonté d'être sans concession face au régime qui nous opprime et qui nous a servi. Et l'idée des fondateurs de Rivarol, qui est toujours la nôtre, c'est de considérer, et je crois que les événements nous donnent raison, chaque jour davantage, c'est que finalement, 1945, ça a été la défaite de l'Europe et de la civilisation, ça a été la victoire du communisme athée, du protestantisme anglo-saxon, du progressisme chrétien, des États-Unis d'Amérique et de leur idéologie matérialiste, hédoniste, et ça a été vraiment au détriment de l'Europe authentique et des valeurs traditionnelles. C'est évident, on le constate chaque jour davantage, puisqu'au fond, le monde, et l'Europe en particulier, ont plus changé en 60-70 ans que tous les siècles précédents, à un point tel que quelqu'un qui serait né fin 19e ou début 20e siècle, qui serait mort à la fin de la guerre de 40 par exemple, et qui reviendrait aujourd'hui, il serait absolument effrayé de voir des gay pride dans la rue, de voir la façon dont les gens sont débraillés, dépenaillés, le langage dans lequel ils s'expriment, et puis surtout aussi l'occupation de nos rues, le changement de notre substrat ethnique, civilisationnel, culturel. Il serait surpris aussi de voir que dans les églises, tout a changé, qu'on a supprimé les bancs de communion, qu'on ne se sert plus de la chair, qu'on a retrôné l'autel, et que bien souvent d'ailleurs dans les églises, on y place des concerts absolument profanes, voire scandaleux, et que ce qui tient lieu de messe, eh bien, est une abomination, l'abomination de la désolation. Donc il est clair que Rivarol a toujours été en lutte contre tout cela. Historiquement, il y a eu le combat d'abord pour l'amnistie contre l'épuration, parce que l'épuration est extrêmement sévère en France. Elle a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes. Il y a l'épuration officielle, puis il y a l'épuration sauvage. Et donc dès le départ, Rivarol a été favorable à la réconciliation des Français, c'est-à-dire ceux qui avaient été dans la résistance, ceux qui avaient été dans la collaboration, ceux qui n'avaient pas pris parti, parce qu'il était très important pour rebâtir la France, de savoir en quelque sorte faire preuve de clémence réciproque, en quelque sorte, de pardon mutuel des offenses, et de repartir. Malheureusement, ce n'a pas été la politique gaulo-communiste, en quelque sorte, ni de la 4e République, et par conséquent, leur journal s'est opposé avec force à cette épuration. Donc ça a été le premier combat historique de Rivarol, le combat contre l'épuration et pour l'amnistie et pour la réconciliation des Français et l'unité du camp national. Et puis très vite, finalement, il y a eu donc la guerre coloniale, et la guerre d'Indochine a commencé dès 1946, et donc Rivarol s'est positionné pour la défense des possessions françaises, la défense et le maintien de l'Empire français. Alors d'aucuns pourraient considérer que il s'agit là
peut-être d'une contradiction par rapport à notre opposition à l'immigration, mais pas du tout, parce que en réalité, quand on regarde les choses de loin, lorsqu'un pays, lorsqu'un empire ou une civilisation n'avance pas, elle recule, et que si elle fait preuve de faiblesse, eh bien ce sont d'autres peuples, d'autres civilisations, d'autres populations qui évidemment progressent et en profitent et dominent, c'est évident. Hein. La vie est un combat, et par conséquent, il était nécessaire certainement d'évangéliser d'autres peuples, leur apporter la civilisation. Et moi, je suis de ceux qui ne renient pas du tout l'œuvre colonisatrice. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'à partir de la Troisième République, qui était anticléricale, athée, maçonnique, judéo-maçonnique, évidemment, on a tout fait pour essayer de gêner les conversions, notamment de musulmans, de mahométans, ce qui d'ailleurs a été dramatique, notamment pour l'Algérie, puisque c'était Charles de Foucault qui disait à juste titre que si on ne convertissait pas ces peuples, ils nous chasseraient. Il avait été, hélas, prophète, puisqu'aussi bien c'est ce qui s'est passé dans tous ces pays. Et donc, maintien des possessions françaises, dont je précise qu'avec le pétrole et le gaz qu'on avait trouvé dans le Sahara, la France serait aussi riche aujourd'hui que les monarchies pétrolières. Et que par conséquent, il est évident que ça a été une catastrophe de ce point de vue-là d'abandonner ces territoires. Sans doute y avait-il sur le plan juridique un certain nombre d'évolutions et administratifs, des évolutions à faire, mais en tout cas, sûrement pas larguer complètement ces territoires, d'autant que finalement, si on avait gardé cette population et ces territoires en France, même si ce n'était pas la France métropolitaine, en Algérie et ailleurs, eh bien, ces populations seraient restées dans leur territoire, puisque n'étant pas à ce moment-là dans la pauvreté, elles n'avaient aucune raison de venir en métropole et se éviter tous les problèmes de déracinement et tous les problèmes très importants que cause l'immigration extra-européenne massive. Donc il y a eu ça, il y a eu bien sûr le combat contre la 4ème République, contre ses institutions, contre son personnel, et puis aussi certainement le fait aussi déjà de s'opposer à certains aspects de la modernité qui déjà commençaient dans les années 50, c'est les premiers Monoprix, Uniprix, les premiers hypermarchés, le mouvement Poujade notamment a lutté contre ça à l'époque avec un jeune parlementaire qui s'appelait Jean Le Pen à l'époque, pas encore Jean-Marie Le Pen, et on voit très bien à quel point c'était une catastrophe au niveau des villages, au niveau de, comment dirais-je, de la convivialité dans les villes et les villages, de ce que maintenant le petit commerce a quasiment disparu, ou en tout cas a fortement régressé, et que ce sont des grands groupes de l'agroalimentaire, des multinationales et des hypermarchés. Il y a eu les supermarchés, puis les hypermarchés. Ça a été un élément évidemment tout à fait important dans la modernité de la France, mais dans ce cas-là de très négatif. Et par ailleurs, donc il y a eu évidemment après l'Indochine, immédiatement après, il y a eu le combat contre la guerre, enfin non pas contre la guerre d'Algérie, mais contre l'abandon de l'Algérie française. Et on se rappelle cette phrase prophétique de Jean-Marie Le Pen, si vous ne faites pas l'Algérie française, vous aurez la France algérienne, et c'est exactement ce qui s'est produit. Et donc Riorol, ça a été d'ailleurs peut-être un des moments les plus j'allais dire glorieux de son histoire, où sans doute le tirage du journal était le plus important. Ça a été pendant ce phénomène donc, de la guerre d'Algérie, où il y avait des éditions spéciales à Alger, d'ailleurs, du journal, et où le journal a été vraiment l'âme de la France combattante en Algérie, et vraiment très très hostile, très engagé contre la trahison du général de Gaulle, qui avait promis de conserver l'Algérie et la France, et qui savait parfaitement dès le départ qu'il ferait le contraire. Et d'ailleurs, on ne mesure pas toujours à quel point cette trahison du gaullisme a eu un effet délétère sur le corps social, sur son délitement, sur le fait qu'une France qui était encore extrêmement chrétienne, même si elle l'était moins qu'il y a un siècle ou deux, mais quand même, eh bien, qui avait encore des valeurs morales et un respect de la parole donnée, eh bien, il est certain que la trahison, le parjure au plus haut niveau du chef de l'État a eu des conséquences incalculables sur l'esprit public. Parce que si un chef de l'État, qui plus est un officier, un général,
eh bien, pouvait trahir sa parole, eh bien, il est certain que ça ne peut avoir que des conséquences désastreuses sur tout le corps social, sur la famille, sur l'entreprise, sur la vie en société. Et donc, de ce point de vue-là, vraiment, De Gaulle a été un poison, mais pas simplement d'ailleurs à cause de l'Algérie, parce que la politique intérieure de Gaulle a été extrêmement négative également, puisque, en quelque manière, il a laissé la culture à la gauche, considérant à tort que la culture n'avait aucune importance, non plus que l'éducation nationale, ce qui est une folie, hein, évidemment, puisque c'est de cette époque-là, dès la jeunesse, dès l'enfance, qu'on formate en quelque sorte les jeunes Français. Et puis, sur le plan même, je dirais, des réformes de l'éducation nationale, que ce soit la réforme, les réformes d'Edgar Faure en 68, ou les réformes qui ont précédé également sur les mathématiques modernes et autres, eh bien, ont été tout à fait désastreuses parce qu'elles ont introduit une rupture dans la transmission, dans la tradition, qui était extrêmement fâcheuse, ainsi que la généralisation de la mixité également à l'école, qui a commencé véritablement sous le règne de Gaulle, hein, et dont on mesure chaque jour les effets délétères. Donc vraiment une politique, une ligne éditoriale très opposée au général de Gaulle, évidemment à ses successeurs gaullistes, notamment le premier d'entre eux, chronologiquement, si j'ose dire, Georges Pompidou, qui a véritablement ouvert les vannes à l'immigration de masse. Ça avait commencé, il est vrai, sous de Gaulle, mais vraiment Pompidou a généralisé cela parce qu'il considérait que c'est une façon de peser à la baisse sur le salaire des travailleurs français, et de ce point de vue-là, il a mené une politique tout à fait désastreuse, sans parler de ses goûts catastrophiques sur le plan architectural, puisque c'est de lui, de cette époque, date un peu la tour Montparnasse, puis le centre Pompidou, puis toute une série de monuments qui ont défiguré Paris. Son amour des arts modernes, tout à fait discutable, évidemment, a joué un rôle négatif, comme par exemple aussi il ne faut pas oublier qu'il était quand même de Rothschild, et donc le fait aussi d'avoir favorisé la finance internationale a été aussi un élément tout à fait désastreux de son règne. Et puis bon, après il y a eu évidemment le combat contre Giscard également, dont on sait qu'il était à l'origine des lois les plus détestables qui demeurent toujours, hein, la loi sur le regroupement familial en 1976 et la loi sur l'avortement en 1975, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on supprimait légalement 200 000 enfants français, un crime abominable, le meurtre des innocents, eh bien 200 000 enfants français, on faisait venir par l'immigration légale 200 000 Français de papier ou 200 000 immigrés, pour beaucoup naturalisés par la suite. Et c'est de cette époque que date vraiment ce qu'on peut appeler aujourd'hui la politique de grand remplacement ou de substitution de population, qui continue et qui s'aggrave chaque jour davantage. Donc c'était aussi tout le combat contre l'immigration massive que d'ailleurs Rivarol a commencé dès les années 50, puisque Pierre-Antoine Cousteau, qui est un de ses plus grands polémistes et journalistes, et qui est mort hélas prématurément d'un cancer en décembre 1958, avait quelques semaines avant sa mort publié dans Rivarol un article prophétique, Être ou ne plus être, où il annonçait, pour la dénoncer, avec d'ailleurs un certain pessimisme qui s'est révélé hélas fondé, dénoncer la submersion de l'Europe et notamment de la France, en disant qu'il n'y aurait sans doute pas la conscience raciale et les capacités de défense immunitaire suffisantes en France pour faire face victorieusement, pour résister à cette submersion migratoire. Et hélas, les faits lui ont donné raison dès 1958. Donc c'est dire que Rivarol, et c'est notre honneur, a été vraiment en pointe dans l'analyse de ce phénomène que des esprits, comment dirais-je, lucides et voyant la réalité en face, eh bien, pouvaient déjà analyser et dénoncer à cette époque. Donc le combat vraiment sans concession contre l'immigration de masse, dont on prévoyait qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène temporaire et limité, mais véritablement d'un phénomène qui amènerait des dizaines de millions de personnes en France et qui donc conduirait au suicide, mais au suicide assisté de notre peuple et de notre pays. Il y a eu, bien sûr, après l'arrivée de la gauche au pouvoir, en 1981, qui a aggravé encore la situation. Et donc là, je dirais qu'il y a eu une radicalisation. On peut d'ailleurs constater, si on lit un petit peu les archives de Rivarol, on voit que plus les années passent,
plus le ton a tendance à se radicaliser, parce que plus nous nous enfonçons, et plus donc le cri en quelque sorte que nous émettons pour alerter en quelque sorte notre peuple est vif et fort, parce que on voit très bien s'accélérer le processus de décomposition de notre pays, et le fait aussi que les lois qui sont votées, promulguées et appliquées sont de plus en plus détestables. En 1982, c'est l'aggravation de l'avortement avec le remboursement de l'avortement, la loi Roudy, et puis la loi Neyer 1993 qui crée un délit d'entrave à l'IVG, faisant de l'IVG un droit élémentaire fondamental surprotégé en quelque sorte, la loi Guesso 90 qui empêche la libre discussion de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et là encore, Rivarol a toujours été révisionniste, a toujours défendu les révisionnistes et le révisionnisme historique et le libre débat public sur ces questions-là. Et là encore, c'est notre honneur. On a toujours été favorable à l'abrogation des lois liberticides, des lois Pleven de 1972. Et là, c'est quand même Pompidou qui en est responsable, la gauche et la droite ayant voté à l'unanimité cette disposition qui a empêché, et qui était destinée à empêcher les patriotes français de s'exprimer contre le phénomène d'invasion et de submersion migratoire en cours. Hein, c'est évident, et cette loi Pleven, au départ, elle n'a pas tellement été appliquée, mais à partir des années 80 et maintenant de manière massive, elle est appliquée avec des amendes ruineuses, des peines de prison éventuellement à la clé, et ça a été en quelque sorte la première des lois liberticides, dites antiracistes, donc la loi Pleven, après donc il y a eu la loi Guesso qui concernait donc la question du révisionnisme historique, et puis après la loi Lelouch, la loi Perben, enfin notamment une loi contre l'homophobie, hein, la HAL 2, autorité de lutte contre la discrimination et pour l'égalité, toute une série de dispositions qui chaque jour davantage créent une véritable chape de plomb qui est destinée donc à nous tétaniser et empêcher donc de nous défendre contre les menaces de submersion externe et de dissolution interne. Et donc face à cela, nous nous sommes opposés autant que nous l'avons pu, avec nos modestes moyens, avec nos forces limitées. Mais enfin, comme dit l'adage, mon verre est petit, mais je bois dans mon verre. On préfère finalement dire les choses en toute liberté, dire la vérité, plutôt que de dépendre d'autres. Parce que l'indépendance, surtout aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Donc, nous préférons vivre pauvrement, modestement, mais enfin vivre en pouvant dire la vérité sur tous les sujets, et la vérité dont le Christ dit que seule elle rend libre. Et il est évident que nous vivons vraiment le monde du mensonge dans tous les domaines, un mensonge historique, mensonge statistique, voilà. Et donc nous avons dénoncé aussi, donc depuis toute une série de décennies, ce qu'on pourrait appeler la religion de la Shoah, qui fait que, en réalité, eh bien, nos défenses immunitaires sont tétanisées parce que finalement, à cause de cela, eh bien, on ne peut pas lutter contre l'immigration parce qu'on nous dit si vous voulez renvoyer les immigrés chez eux, vous faites comme ce que vous voulez les déporter, comme on le faisait pour les Juifs pendant la guerre. Si vous défendez la famille traditionnelle, que vous opposez au Pax, au mariage homosexuel, etc., on vous dit vous faites comme Pétain. Pétain était complice d'un génocide, donc c'est une façon de vous disqualifier également. Si vous êtes favorable à la défense des valeurs traditionnelles, on vous dit là aussi ça rappelle les heures les plus sombres, les régimes fascistes, etc. De sorte que finalement les patriotes et les nationaux français se trouvent en quelque sorte tétanisés, ou du moins pour beaucoup d'entre eux, face à ces accusations. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est très important de mener avec courage, me semble-t-il, le débat historique sur ces questions-là, et refuser absolument de céder à la pensée unique sur cette question comme sur toutes les autres. Donc là encore, nous avons toujours été en pointe sur cette question-là, ce qui est peut-être, je pense, peut-être vraiment notre spécificité à Rivarol, parce que il y a d'autres organes de droite nationale tout à fait respectables, mais qui ont des pudeurs de jeunes filles, si j'ose dire, par rapport à cette question qui en effet est peut-être la plus corrosive, parce qu'évidemment c'est la plus risquée. C'est évidemment, moi j'ai toujours dit que, sans en faire évidemment une obsession, c'est quand même une question importante, et que tout ce qui a trait à la question juive, au révisionnisme, ont quand même une importance. D'ailleurs, c'est même une importance capitale, parce qu'on le voit bien même dans l'actualité, beaucoup de choses tournent autour de cela, et on ne peut pas, me semble-t-il, en faire l'économie. Ce n'est pas une obsession de notre part, mais simplement, ce sont nos adversaires qui en parlent sans cesse,
connaissent, et donc il est bien nécessaire de décrypter leur discours et de le débusquer, de le démasquer. Voilà. Et d'ailleurs, même en soi, serait-on obsédé par l'affaire, ce qui n'est pas le cas, mais serait-on obsédé? Il y a des obsessions qui ne sont pas illégitimes. Tous les gens qui ont fait de grandes œuvres, ils étaient obsédés par l'œuvre qu'ils devaient mener. Le compositeur pour faire son chef-d'œuvre, le sportif qui veut gagner Roland-Garros, toute sa vie est centrée là-dessus. Ce qu'il va manger, même quand il dort, pour se reposer, le sport qu'il va devoir faire, les efforts de toutes sortes qu'il va devoir faire, l'emploi du temps qu'il va devoir gérer pour son but, ou le montagnard qui va en quelque sorte essayer de gravir l'Everest, il doit s'y préparer très longtemps à l'avance, et tout dans sa vie doit être centré autour de cela. Tous les gens qui ont fait de grandes œuvres dans leur vie, il y avait quand même une forme d'obsession légitime. Voilà, donc même je dirais que le mot obsession n'est pas forcément soit négatif, péjoratif ou dépréciatif. Si c'est quelque chose qui est légitime, ça ne me paraît pas illégitime. D'ailleurs, quelqu'un qui est amoureux de sa femme ou de sa fiancée, c'est un peu normal qu'il soit un peu dans l'obsession de sa fiancée, sinon c'est qu'il l'aime pas beaucoup. Je veux dire, serait-il du dernier chic amoureux d'être modérément amoureux de sa femme? Bon. Donc la modération n'est pas forcément toujours une bonne chose. Sans doute qu'il faut manger modérément, boire modérément, etc. Sans doute, mais dans la défense de la vérité, il ne faut pas spécialement être modéré. Voilà. Et dans les vertus tant morales que théologales, mais il est important d'aller très loin dans l'excellence, si j'ose dire, et non pas donc dans une pondération qui est souvent l'alibi du renoncement. Je crois que c'est Brahmanos qui disait « Le démon de mon cœur s'appelle à quoi bon continuer à se battre, à quoi bon continuer à lutter ?» Je crois que ce qui est important, c'est de faire son devoir, et c'est ce que nous essayons donc de faire chaque jour à Rivarol. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de procès, il y a beaucoup de difficultés, mais enfin, c'est, me semble-t-il, notre honneur de vouloir nous battre en disant la vérité sur tous les plans. Alors, sur le plan politique, nous avons toujours essayé de défendre, d'accompagner, de soutenir autant que nous le pouvons, tout en gardant une distance critique. Les mouvements nationaux en France qui défendaient un certain nombre de valeurs auxquelles nous étions attachés, et qui luttaient contre l'immigration massive, contre le délitement de la famille traditionnelle, contre la submersion migratoire, contre les lois liberticides. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons été amenés à défendre un petit peu le mouvement Poujade en 1956, puis après donc la campagne de Dix-Sévigné en cours en 1965, sa candidature à la présidence de la République, même si le résultat a été décevant. Et puis donc, à partir de sa création, le Front National, d'ailleurs je crois que Rivarol est le seul journal en France et en Europe à avoir défendu dès le premier tour toutes les candidatures présidentielles de Jean-Marie Le Pen, en 74, 81, même s'il a pas eu les signatures à la fin, 88, 95, 2002, 2007. Toutes les candidatures présidentielles nous avons soutenues. Et d'ailleurs, je crois que son première interview dans Rivarol date d'une soixantaine d'années, 1957. Il se faisait appeler encore Jean Le Pen. Il était parlementaire, puisque c'était le plus jeune parlementaire français à l'époque. Et donc nous avons accompagné en quelque sorte, tout restant tout à fait indépendant, juridiquement, financièrement, politiquement du Front National, mais nous l'avons globalement soutenu, parfois en émettant quelques réserves, quelques critiques positives qui nous paraissaient fondées, et on l'a soutenu, disons, grosso modo, jusqu'à la fin de sa présidence, même si les dernières années de son règne ont commencé à être de plus en plus réservées parce que on sentait qu'un nouveau courant s'exprimait qui n'était pas conforme à ce que nous souhaitions, et qui allait dans le sens, au nom d'une illusoire dédiabolisation, dans le sens de la normalisation, en quelque sorte. Bon. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, en 2010, alors que je venais d'être nommé rédacteur en chef, eh bien, j'ai pris une position hostile à Marine Le Pen, et plutôt favorable à son concurrent de l'époque, parce que il nous paraissait nécessaire d'essayer de faire en sorte que le principal outil du mouvement national en France reste sur des positions qui soient, sinon identiques aux nôtres, en tout cas relativement voisines des nôtres, et qui aillent globalement dans le bon sens. Or, ça n'a pas été le cas, comme on le sait, et c'est la raison pour laquelle nous ne soutenons plus
le Front National tel qu'il est aujourd'hui, qui a d'ailleurs chassé son président fondateur, son président d'honneur, qui a purgé l'essentiel de ses cadres militants historiques, et dont le programme lui-même a connu des inflexions très importantes, notamment dans tous les volets concernant la défense de la famille et de la vie, mais aussi sur l'immigration. Il n'y a plus la volonté de rapatrier progressivement mais réellement les immigrés extra-européens dans leur pays, que ce soit sur le plan de la fiscalité également, où il n'y a plus la volonté de supprimer, comme le proposait le Coruscant, professeur Jean-Claude Martinez à une époque, de manière graduelle, l'impôt sur le revenu ou l'impôt le droit de succession en ligne directe, qui sont de véritables confiscations, ou l'ISF. Bon. Et donc, de ce point de vue-là, il y a véritablement une évolution très, très fâcheuse, sans même parler de position collectiviste sur le plan économique, et un discours très jacobin, se réclamant sans cesse de la laïcité, de la défense de la République, du refus du communautarisme. Bon. Et donc, toutes des notions qui ne nous plaisent pas du tout, en quelque sorte. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons rompu avec ce mouvement, même si nous y gardons ici ou là quelques rares amis. Enfin, dans l'ensemble, voilà, nous avons donc pris nos distances au nom de la fidélité à un certain nombre de principes, parce que je crois que c'était Henri Coston qui disait on crée un journal pour défendre des idées et on trahit les idées pour défendre le journal. Eh bien, ce n'est pas notre conception des choses. Et nous considérons que mieux vaut parfois se serrer la ceinture plutôt que de trahir en quelque sorte les convictions auxquelles l'on croit. Encore faut-il bien sûr avoir des convictions, c'est certain. Bon, si on n'en a pas, évidemment, c'est différent. Et je crois que c'est ce que je pense un certain nombre de lecteurs et de gens apprécient chez nous, c'est une parole libre en quelque sorte et qui reste fidèle à un certain nombre de principes. Alors évidemment, ça n'est pas toujours simple, ça ne nous crée pas que des amis, mais je crois que c'est important. Et de la même manière, sur le plan religieux, donc nous avons pris une position hostile évidemment à Vatican II et aux réformes qui en sont issues, et en général on a plutôt manifesté de la sympathie, tout en gardant bien sûr notre indépendance. Et puis on est un journal politique, hein, avant d'être religieux, essentiellement politique, mais on a un regard quand même évidemment sur tous les sujets, et notamment sur les questions religieuses, parce qu'elles ont évidemment un impact considérable sur le plan politique et sur le plan civilisationnel évidemment. Et donc on a été amené donc à manifester de la sympathie pour les mouvements de résistance à Vatican II, et à nous opposer à tous les ralliements qui se sont succédés depuis une trentaine d'années, et à toutes les tentatives de ralliement, parce que nous considérons que tant sur le plan politique que religieux, c'est catastrophique. C'est catastrophique sur le plan politique parce que l'expérience prouve que dès qu'on se rallie à la Rome moderniste et apostate, eh bien le discours change très rapidement en général, contrairement souvent à ce qui est dit. En général, c'est ce qui se produit, il n'y a plus du tout la liberté qu'il y avait avant, on n'a plus des messes pour le maréchal Pétain ou pour Franco, les librairies sont en général expurgées de tous les ouvrages contre la franc-maçonnerie, contre le lobby judéo-maçonnique, contre les auteurs antilibéraux du 19e siècle, etc. Donc on voit très bien, et ça arrive très vite en général. Bon. Donc il y a cela, donc pour des raisons politiques, et parce que aussi les occupants du Vatican, quand même, je veux dire, favorisent de manière très claire l'invasion de notre continent, par en plus une immigration essentiellement mahométane, hein, donc c'est quand même une trahison incontestable, hein, puisque encore le jeudi saint, la François a lavé les pieds de migrants et de migrantes, dont certains d'ailleurs de confession hindoue ou mahométane, et dans son discours de Pâques, a carrément appelé à ouvrir davantage les frontières de l'Europe, alors même que les frontières sont déjà démantelées, hein, mais à ouvrir davantage encore à l'immigration massive, aux migrants dont l'essentiel, la quasi-totalité sont mahométans, ce qui est hallucinant, quoi. Alors même que nous croulons sous la dette et le déficit public, que la criminalité est à son comble, que parmi ces migrants, il y a un certain nombre de terroristes, de gens complaisants vis-à-vis du terrorisme, enfin, c'est absolument hallucinant, quoi. Bon. Mais il est certain que depuis Vatican II, on a véritablement une trahison plus au sommet de ce qu'il faut appeler l'église conciliaire, quoi. Bon. Donc voilà en quelque sorte ce contre quoi nous combattons, et donc il est clair que nous combattons tous les rites de ralliement, d'où qu'ils viennent et quelles que soient les personnes qui les portent. Voilà, ça c'est important. Alors évidemment, ça ne nous fait pas que des amis, mais je crois que c'est quand même très important, me semble-t-il, de le dire, parce que si on commence pour ne pas se fâcher avec telle structure, telle organisation, tel mouvement, tel chef, à ne pas dire la vérité, on n'en finit plus, si vous voulez. Donc moi, je préfère prendre le risque parfois de froisser quelques lecteurs, quelques abonnés. Bon, tant pis, je veux dire. Je crois que c'était Peggy qui disait d'ailleurs qu'un journal qui ne mécontentait pas à chaque fois 20% de ses lecteurs ou de ses abonnés
donné, ne méritait pas en quelque sorte d'exister. Et c'est vrai que si on sert une soupe tiédasse finalement aux gens, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les gens savent en général que ce qui est tiède n'est pas délicieux, quoi. Bon, et par conséquent, il me paraît qu'il faut quand même, en quelque sorte, des mets en quelque sorte qui soient substantiels. Et me semble-t-il, je crois vraiment que les demi-mesures, ça n'est plus l'époque. À supposer que c'était l'époque un jour, ça n'est plus l'époque. Je crois qu'il faut dire les choses sans provocation excessive, bien sûr, mais enfin, il faut dire les choses. D'ailleurs, le Christ dans l'Évangile, on ne peut pas dire quand même qu'il soit spécialement diplomate. Hein, je veux dire, dans ce qu'il dit aux pharisiens, dans ce qu'il dit à ses apôtres, on va toujours apte à le comprendre. D'ailleurs, sur le coup, hein, ce n'est qu'après, évidemment, qu'ils comprendront. Bon, enfin, il n'hésite pas à dire les choses, et à dire des choses, j'allais dire, brutes de décoffrage, en quelque sorte. Bon, et ben, je pense que, voilà, que votre oui soit oui, que votre non soit non, et je crois que c'est ce qui doit nous inspirer. Ce qui ne veut pas dire que parfois, on ne soit pas amené à émettre des nuances, qu'il n'y a pas des phénomènes qui soient complexes et qui impliquent parfois eh bien, une analyse plus fine, c'est évident, hein, je ne dis pas cela, mais enfin, il y a un moment donné où il y a quand même des positions fortes et claires qui doivent être prises. Ça, je crois que c'est quand même très important, et je pense, j'ai la faiblesse de penser, que c'est un petit peu notre marque de fabrique, en quelque sorte, et je prends un exemple. Il y a un certain nombre de gens, tout à fait sincèrement, qui ont parfois reproché en 2010 d'avoir eu la dent dure sur Marine Le Pen, d'avoir été un petit peu excessif, certains l'ont dit, et beaucoup maintenant me disent bah, c'est vous qui aviez eu raison, c'est vrai que c'était assez véhément ce que vous disiez, mais finalement tout s'est vérifié, que ce soit sur le fait que sur l'invasion d'homosexuels militants au sein du Front National à tous les niveaux, je veux dire, hein, puisque c'est véritablement une cage aux folles quoi maintenant. Bon, voilà, sur le fait que maintenant il y avait une volonté de normalisation sur toute une série de sujets, notamment par rapport à ce que François Mitterrand appelait, je cite, l'influence puissante et nocive du lobby juif, en quittant l'Élysée. C'est la dernière chose qu'il a dit à l'académicien Jean de Romesson, une forme de testament en quelque sorte, comme s'il lui restait quelque chose de la francisque. Bon, eh bien, en quelque sorte, eh bien, voilà, donc ça, on a évidemment condamné cela en quelque sorte, parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, c'est quand même le lobby franc-maçon, le lobby juif et le lobby gay qui sont vraiment en pointe, quoi. Je veux dire, hein, c'est très net, quoi. Je veux dire, hein, un peu partout dans les médias, etc. Et malheureusement, on le retrouve au Front National. Hein, vous avez à la fois les francs-maçons avec Collard qui disait qu'il a été franc-maçon dès l'âge de 18 ans, ce qui prouve une précocité dans le vice quand même assez stupéfiante. Bon, et donc bon, bah, ce n'est plus le Front National qu'on a connu quand on se rappelle des messes traditionnelles au BBR, les berrets de Roger Olindre. Enfin, on est quand même très loin de cela aujourd'hui, quoi. Donc c'est quand même malheureux de voir ça qu'on a remplacé en fait les BBR par une forme de gay pride, quoi. Bon, et donc ça c'est quand même très 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 fâcheux. Et il faut dire les choses, si vous voulez, à un moment donné, parce qu'il y a des gens qui disent oui, il ne faut pas désespérer les gens, mais c'est comme les gens qui disaient il ne faut pas dénoncer les crimes du communisme pour pas désespérer Billancourt. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de braves gens qui étaient communistes de base, qui croyaient une forme de paradis terrestre de manière très naïve et illusoire. Ces gens ont souvent été de bonne foi. Fallait-il pour autant ne pas les détromper? Si, bien sûr, la vérité doit toujours être dite. Hein. Je crois que c'est Solzhenitsyn qui dit très justement qui disait que la première chose à faire, la plus nécessaire, la plus urgente à faire pour lutter contre le communisme, c'était de refuser de mentir, de refuser le mensonge, dont on sait que le père est le diable du mensonge, hein, dès le commencement. Et donc, il disait, il faut refuser le mensonge social, le mensonge public, comme le mensonge dans sa vie privée. Moi j'ai toujours dit finalement, comment voulez-vous faire confiance à un homme public qui expose publiquement des promesses, des engagements sur le cœur, s'il n'est pas fidèle à sa femme. Bon, si en permanence, dans sa vie de tous les jours, il se comporte finalement comme des débauchés qui n'ont aucune parole. Bon, moi j'avoue qu'honnêtement, il n'y a pas de dichotomie à faire entre la vie privée et la vie publique. Alors on nous dira oui, il y a eu de grands dirigeants qui ont une vie privée, de grands chefs d'État qui ont une vie privée qui n'était pas extraordinaire. C'est vrai que ça existait, mais d'une manière générale, je considère quand même qu'il me semble qu'il vaut quand même mieux, tant dans sa vie privée que dans sa vie publique, être en cohérence, quoi. Je veux dire, d'abord ça évite tous les chantages, toutes les manipulations, etc. Parce qu'on a des choses graves à se reprocher, on peut toujours être soumis à des chantages, hein, je veux dire. Donc déjà ça me paraît très dangereux. Et deuxièmement, il faut essayer de donner l'exemple. Bien sûr qu'on est tous imparfaits, qu'on est tous critiquables, mais enfin il faut essayer quand même de tendre
à l'excellence, ou en tous les cas de tendre à être le plus en cohérence possible entre ses paroles et ses actes. Et donc je pense que ça c'est quelque chose qui je crois est quand même très important, me semble-t-il, à développer, parce que je pense que la crise, elle est quand même d'abord morale et spirituelle. Elle est aussi politique, elle est économique, elle est sociale, bien sûr, hein, elle se décline dans tous les domaines, mais elle est quand même d'abord avant tout morale, spirituelle, religieuse, hein, c'est évident. Par exemple, la décomposition des familles, à l'heure actuelle, quelque chose qui est absolument effrayant. Et comment voulez-vous refonder une société? Je crois que c'est le Marshal Pétain qui disait que la nation, c'est une famille de familles. Donc comment voulez-vous refonder une nation, une société saine qui tient debout avec des familles décomposées, recomposées? C'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu sciemment détruire la famille. Et quand on est pris notamment aux mères de famille, d'ailleurs tous ces magazines féminins, Elle, tout ça et autres, toutes ces saletés qui datent au grand des années 60, hein, dont on sait qui en est à l'origine, bon, eh bien en réalité ça a eu un rôle tout à fait délétère sur les mères de famille qui sont l'âme du foyer, et où on leur a donné des idées complètement folles et qui ont détruit véritablement la société et la famille qui est la cellule de base de la société. C'est évident que dans les phénomènes de délinquance généralisée, il est certain que la destruction de la famille et la perte du rôle traditionnel de la femme, de la mère de famille, a joué un rôle tout à fait considérable, hein, c'est évident là-dessus. Bon, donc il est évident que il y a une volonté, je crois qu'il faut vraiment, sur le plan des principes, être ferme, voilà, rappeler ce qui a toujours été dit, parce qu'on ne pourra rien construire sur des fadaises, sur une modernité décadente. Il faut vraiment en revenir aux principes de toujours, en quelque sorte. En tout cas, ceux qui ont conduit notre civilisation à un rayonnement extraordinaire qu'elle a connu pendant des siècles. Et là, véritablement, c'est une véritable décomposition voilà. Et donc, je crois qu'il faut vraiment pouvoir se rattacher à un certain nombre de repères, à un certain nombre de principes moraux et doctrinaux importants. Alors, je crois aussi qu'il est très important, et moi c'est ce que je conseille, notamment aux jeunes générations, de lire les grands auteurs. Et donc, évidemment, tous les auteurs antilibéraux du 19e et 20e siècle, évidemment, Monseigneur Delassus, Monseigneur Gaume et tant d'autres, mais également sur le plan politique, de lire les grands maîtres du nationalisme, hein, c'est-à-dire évidemment Maurice Bardèche, dont le monumental Nuremberg ou La Terre Promise est vraiment absolument remarquable, parce qu'il montre bien à quel point finalement le tribunal militaire international de Nuremberg est un élément qui permettra la destruction de notre civilisation en quelque sorte, parce que c'est le nationalisme en lui-même qui a été condamné, et toutes les valeurs traditionnelles, et il le démontre de manière magistrale, hein, dans son ouvrage. Donc ça vraiment c'est un ouvrage que je conseille à ceux qui ne l'ont pas lu. Et par ailleurs, tous les ouvrages, évidemment, de Rigoston, de Jacques Plon-Cradassac, les ouvrages politiques de Charles Maurras, notamment les idées politiques, tous ces ouvrages doivent être lus, si possible crayon à la main, d'ailleurs, lus, relus, parce que vraiment, je crois qu'ils n'ont pas pris une ride, si j'ose dire, et ils permettent en quelque sorte de donner une structure finalement importante au lecteur, parce qu'il est évident que ce n'est pas par le bulletin de vote, les gens votent une fois dans un sens, dans un autre le lendemain, ça n'est pas ça qui crée des gens avec des idées fermes, des convictions solides. Donc vraiment, je crois que c'est très important. Il n'y a pas besoin de lire des centaines de livres, si on le fait c'est très bien, mais au moins quelques livres fondamentaux, ça je crois que c'est très important. Alors je termine en disant quand même un mot de notre revue Sœurs écrite Paris, qui est plus ancienne que Rivarol, qui va fêter ses 70 ans et son 800e numéro dans quelques mois, et qui donc a préexisté à Rivarol, puisque en fait son premier numéro, alors ça s'appelait d'abord Perspective puis Questions actuelles, le nom d'Écrit de Paris date de janvier 47, mais le premier numéro Perspective date de fin septembre 44. C'est vraiment ce qu'on appelle la libération, tout de suite. C'est vraiment, d'ailleurs, je crois que des comment dirais-je, politologues ont dit que c'était la première expression publique de l'extrême droite en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est exact. Donc cette petite brochure Perspective que nous avons encore d'ailleurs dans notre collection, et donc cette petite revue Écrit de Paris, eh bien, a continué son petit bonhomme de chemin. Il y a eu des grands noms, des académiciens qui ont écrit dedans à une époque. Bon, maintenant, toutes ces personnes prestigieuses, hélas, sont mortes, mais enfin, nous continuons quand même avec une équipe, certes,
aujourd'hui très limité, mais je suis heureux quand même de savoir que cette revue existe depuis 70 ans. 70 ans, c'est une vie entière, hein, ça n'est pas rien, et je crois que c'est très important d'essayer de maintenir ce qui existe, surtout quand c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, je fais un petit peu de scoutisme, il y avait ce qu'on appelle le chant de la promesse, il y avait une des strophes, un des couplets de ce chant qui disait « je maintiendrai ». Voilà, hein, il faut maintenir, hein, ou c'est aussi la devise des parachutistes, être et durer. Ben, je crois que c'est très important de maintenir, d'être et de durer, de maintenir au moins une petite flamme, parce que évidemment nous ne disposons pas de subventions publiques, à la différence des grands journaux, Libération, Le Monde, même notre confrère présent a des subventions publiques, à près de 300 000 euros annuels. Nous n'avons jamais rien eu, aucun centime de l'État ou du gouvernement, mais en un sens nous sommes heureux parce que ça nous permet d'être totalement libres, comme ça, de n'être redevable à personne. Nous n'avons pas le soutien non plus évidemment de banques, ni de groupes politiques ou religieux quelconques, mais cela permet vraiment d'avoir une parole libre. Moi je me suis toujours dit quand j'ai été nommé rédacteur en chef, moi je ne veux vraiment écrire que des choses que je pense sincèrement, avec lesquelles je suis d'accord. Parce que si vous écrivez des choses qui vont contre votre conscience, bah, c'est une forme de corruption, quoi, déjà. Et ça n'est pas possible, quoi. Dans ce cas-là, autant écrire au Figaro, ou à Libé, ou ailleurs. Bon. Et donc, ça ne nous intéresse pas. Et je crois que moi, je suis très heureux de pouvoir exercer un métier, mais c'est plus qu'un métier, où on peut quand même défendre les idées et les idéaux auxquels on croit. Et ça, je crois que c'est une grande grâce. Et je remercie, évidemment, non seulement d'abord la Providence, et puis aussi bien sûr tous les lecteurs qui le permettent, quoi, par leur générosité, leur dévouement, leur fidélité, parce qu'évidemment nous ne serions rien sans ces lecteurs, qui d'ailleurs c'est souvent émouvant, pour les plus vieux d'entre eux, sont parfois de fondation. Parfois, je reçois des lettres ou des coups de fil de vieux lecteurs, aujourd'hui octogénaires ou nonagénaires, qui, parfois centenaires, même c'est arrivé, qui lisent Rivarol depuis le premier numéro, ou les premiers numéros, depuis 1951. Donc certains d'ailleurs l'ont découvert en sortie de prison, lorsqu'ils étaient dans les prisons de l'épuration, bon, et qui sont restés fidèles à travers les rédacteurs et directeurs successifs à ce journal, dont d'ailleurs la présentation n'a guère changé depuis 65 ans. Certains nous reprochent parfois le fait qu'elle est un petit peu austère, ce qui est sans doute vrai, mais en même temps ça indique aussi une fidélité. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles longs dans Rivarol et dans le Gris de Paris, mais d'un autre côté, si on veut quand même pouvoir développer une pensée, si on veut aller au fond des choses, on ne peut pas uniquement faire des brèves maintenant dans les brèves. Donc c'est bien aussi qu'il y ait quelques brèves, mais il ne peut pas y avoir que des brèves, quoi, parce que sinon on ne peut pas défendre et développer une pensée, donner une argumentation. Et je crois que c'est important parce que, contrairement à ce qu'on croit souvent, le journalisme, ça n'est pas l'information, c'est pas France Info, qui est plutôt souvent de la désinformation que de l'information. Mais c'est la mise en perspective de l'information, c'est le commentaire de l'information, c'est son analyse. C'est ça qui est intéressant dans le journalisme. Ce n'est pas la matière brute en quelque sorte, c'est comment l'analyser, comment l'interpréter, comment la décrypter. C'est ça qui est important, et comment essayer de débusquer les mensonges apparents ou réels derrière ce qui nous est présenté à chaque fois dans tous les domaines. Parce qu'on s'aperçoit vraiment que dans tous les domaines, c'est vraiment le règne du mensonge et de l'imposture. Et je ne suis pas sûr que dans l'histoire du monde, il y ait eu une telle conjuration de forces reposant fondamentalement et foncièrement sur le mensonge et l'imposture. Parce que vraiment, à l'heure actuelle, j'y réfléchis souvent, je ne vois pas de structure, je parle de structure d'importance, je ne parle pas de petits groupes militants tout à fait sympathiques qui peuvent exister ici et là, bien sûr, hein, mais je parle de structure d'importance officielle. Je n'en vois aucune dans lesquelles on puisse avoir confiance, sur lesquelles on puisse appuyer. Toutes trahissent en quelque sorte, hein, que ce soit l'État, l'Église conciliaire, les syndicats, la plupart des mouvements associatifs, etc. À un point tel d'ailleurs que je dois dire que face à un jeune de 18 ans, si je devais lui dire aujourd'hui, mais dans quel mouvement aller, dans quel groupement, dans quel séminaire, s'il pense avoir la vocation, ça n'est pas évident, dans quel mouvement, dans quel groupe religieux, s'il pense avoir la vocation religieuse, ça n'est pas simple, hein, aujourd'hui, parce que il est évident que
tout presque gangréné. Bon. Et donc, et c'est terrible, parce que lorsqu'on est jeune, on est plein d'enthousiasme, et on devrait pouvoir se donner à une cause avec une grande sincérité, un grand dynamisme, une grande énergie, mais aujourd'hui, tout presque est frelaté, gangréné, donc ça n'est pas simple. Et souvent, les personnes dont à un moment donné on pouvait penser finalement qu'elles pourraient représenter un espoir, très souvent elles se révèlent décevantes, quoi, parce qu'elles trahissent, parce que finalement souvent on s'aperçoit que leur vie n'est pas du tout en correspondance avec ce qu'elles sont censées dire ou représenter, ou parce qu'on s'aperçoit qu'elles ont des casseroles, etc., et que finalement le discours n'est pas authentique. Donc c'est quand même très triste et très décevant, souvent très déstabilisant même, et donc c'est pourquoi on essaye, nous, d'être un petit peu une encre en quelque sorte modeste. Non, pas de prétention particulière, d'ambition particulière, si ce n'est celle d'essayer de servir la vérité, parce que nous sommes de ceux qui pensent qu'il y a une vérité, qu'elle n'est pas évolutive, qu'elle n'est pas changeante, et qu'il faut essayer de la rechercher, de la trouver, et une fois qu'on l'a trouvée, eh bien d'y être fidèle, d'en être le serviteur, voilà, dans tous les domaines. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des débats, des échanges, même parfois des nuances sur tel ou tel sujet, bien sûr, parce que la science infuse, et il est important aussi qu'il y ait des débats, il peut y avoir parfois des désaccords, surtout sur des sujets secondaires entre nous, ça peut être stimulant, hein. Donc il ne s'agit pas de refuser ça, bien sûr, mais il faut quand même qu'il y ait quand même quelques fondamentaux sur lesquels on soit d'accord, et refuser en tout cas toute forme de compromission ou d'abdication du combat national. Voilà, donc voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire pour Rivarol. Il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire, parce que 65 ans c'est très long, c'est plus de 3000 numéros. Il faudra aussi parler de tous les rédacteurs, tous les directeurs. Bon, mais ce sera peut-être le faire à une autre occasion, parce qu'on ne peut pas trop allonger le débat. Mais en tout cas, je remercie en tous les cas les internautes qui, en quelque manière, ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Et je les invite, pour ceux encore qui le peuvent, je crois qu'il reste encore quelques places, mais très peu, à s'inscrire à notre grand manqué le samedi 9 avril à midi pour les 65 ans de Rivarol et les 70 ans des écrits de Paris, et puis à nous lire. On a un site www.rivarol.com, et puis sinon on a une adresse postale, donc édition des Tuileries, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris, donc pour si on veut nous envoyer un courrier, et puis il y a tous les renseignements sur notre site, si l'on veut s'abonner à Rivarol ou prendre quelques renseignements. Je vous donne aussi le numéro de téléphone de notre secrétariat, qui est ouvert lundi, mardi et vendredi en journée. C'est le 01 45 86 06 39. Je répète, 01 45 86 06 39. Voilà, je remercie tous les auditeurs, et je remercie les réalisateurs d'avoir bien voulu m'accorder ce moment-là. Bon temps pascal à tous. Merci.